Aujourd'hui, à La Vie est belle, je vous présente Alexandre Taillefer, bien plus qu'un dragon, supérieur en sa compagnie. Si vous préférez la version express sur cette plateforme, vous avez la version meilleur moment 30 minutes. Parlant de plateforme, cliquez sur j'aime, étoile, 5 des petits commentaires, c'est bien bon pour le balado. Merci, bonne rencontre. Balado, épisode 32. Alexandre Taillefer. 3, 2, 1. La claque sa gueule que j'ai mangée, tant parce que j'ai annoncé à un moment donné me joindre au Parti libéral comme président de campagne, Théo, puis un paquet d'enjeux familiaux. Là, bon, naturellement, le départ de Thomas, puis j'ai eu des enjeux de santé. Mon nom est François Charon. Devant un verre de bulle, je rencontre des gens que j'aime et qui m'inspirent pour découvrir leur vraie couleur et ce qui les motive. Préparez-vous à du positif, car malgré les montagnes russes, l'objectif est de terminer ce podcast en disant « Ouais, la vie est belle ». Alexandre Taillefer, salut! Salut François. Hey, ça fait un bout qu'on essaie d'avoir notre date, nous autres, là. Écoute, je suis vraiment content d'être là aujourd'hui. Je suis très impressionné par ton studio, c'est incroyable, la qualité de l'équipement ici, là, ça me donne plein d'idées et plein d'envie. Ça, c'est mon côté pitoune. Puis quand tu as la chance de t'auto-produire, tu arrives devant le micro, tu dis « Il est beau », on l'achète. Hein? Quand même, il faut se gâter dans la vie. Tout à fait. Alors, le principe est simple, c'est ce balado est une excuse pour prendre de la boisson durant le jour en travaillant. C'est très agréable, je dois dire. Un mercredi après-midi, j'adhère à ça. Puis là, ma première question elle était un peu convenue, c'est t'es arrivé comment, en Théo ou en Bixi? Puis finalement, monsieur est arrivé à pied. Fait que j'ai complètement manqué mon affaire. Je marche beaucoup. Ouais? Je dois faire 70 km, la moyenne à peu près 10 km par jour, mais des journées à une vingtaine de kilomètres, d'autres où je vais rester à la maison. Mais ça fait depuis le début de la pandémie, parce que sinon, je pense que je serais devenu fou. Pour les gens qui nous regardent sur YouTube, là, les mains ont été nettoyées juste auparavant. Et si je lui resserre un verre, je vais remettre du push-push dessus mes mains. Tu marches pour la forme ou pour te vider la tête ou penser ou être en communion avec toi-même? Ou Je te dirais probablement 25% du temps pour être en communion avec moi-même et écouter de la musique. Je me suis acheté des bons écouteurs, puis j'en profite pour écouter des choses que j'écouterais moins, des nouveaux albums. Je suis un gars qui va écouter des albums de A à Z. Donc, pour moi, il n'y a pas d'album tricide, là. C'est-à-dire, je ne vais pas aller écouter une toune pendant une minute. Si un artiste a travaillé pendant 6 mois sur un album, je me dois de puis on l'écoute pas random parce qu'il y a une raison dans l'ordre des choses. Moi, je suis un gars d'album concept. Et quand quelqu'un est capable de faire ce genre d'album-là, là, un album qui va aller me chercher et qui m'amène dans une histoire incroyable pendant une heure, 60 minutes, je suis très, très heureux. Donc, 25%, 75% du temps, le reste, ça va être marcher avec mes chums puis être capable de faire des réunions d'affaires aussi. J'ai fait beaucoup de business. C'est vrai que la COVID a fait que des gens ont commencé à faire ça, des meetings en marchant. Oui. Et ça, parce qu'à un moment donné, c'est la seule façon légale et sanitaire de se rencontrer, marcher dehors. Alors. Puis c'est le fun aussi de voir la réaction des gens en fonction des quartiers où on se déplace, parce que quand tu marches 15 km, naturellement, tu essaies de ne pas faire toujours le tour du bloc. Là, là c'est un gros bloc. Je sais que tu as de l'argent, mais on se calme. Mais c'est le fun. Ça m'a permis de découvrir aussi un Montréal que je connaissais moins. Okay. Parce que quand tu marches, naturellement, tu apprécies les choses de façon différente. Là. Des temples hindous qu'on croirait pas exister à Montréal, là, des choses... Et pourtant, quand on va dans un autre pays en vacances, on s'est renseigné sur la ville, puis on a hâte d'aller voir cette affaire-là, puis on l'a à côté de chez nous, puis on le sait même pas. Mais c'est souvent caché dans des espèces d'anciennes usines, mais là, il y a comme un signe qui dit « Mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? » C'est une espèce d'éléphant sur le dessus d'un toit, et ça, c'est un truc que j'ai découvert sur Jean Talon, pas loin de Saint-Laurent. C'est vraiment un temple hindou, c'est spectaculaire. Ah, wow! Ouais. Ça, c'est une activité cet été. En faisant mes recherches sur toi, j'ai réalisé qu'on pense tous te connaître, puis dans le fond, je pense qu'on te connaît très, très peu parce que t'es apparu dans nos vies pas mal avec les dragons. Tu es un être assez coloré. On va voir ton profil Nova dans quelques secondes, il y a de la couleur là-dedans. Et après, t'es devenu un être médiatisé, un gars qui a pris beaucoup le plancher, qui a parlé, mais... T'arrives d'où? Qu'est-ce que t'as fait avant? Le monde savent que t'es un dragon, t'as des sous, puis t'es fort en gueule.
Oui, ben écoute, c'est une évolution, une évolution comme tout le monde, là, une maturité qui se développe à force de claques à gueule, puis à force de projets, puis d'expérience. Et ça a commencé, dans mon cas, si on veut remonter loin, je suis un petit gars de Cartierville, donc Salaberry et la 15, Salaberry, l'Acadie. Je suis allé à l'école des Bonnes Sœurs, une école qui s'appelait Agostino Roccelli. Mes sœurs parlaient italien. Pendant le mois de mai, c'était le mois de Marie, le mois le plus beau. OK. Et on priait. Alors, J'entends ça, puis j'entends quasiment... on dirait que, tu sais, parce que t'es pas vieux, et c'est comme si t'avais vécu, mais à l'âge de mes grands-parents, ça ressemble un peu à ça. Mais c'est vrai que je pense qu'on était à la fin des écoles catholiques, et ça a été beaucoup moins présent après ça. Là. Je suis allé à Stanislas. Mes parents m'amenaient le matin à Outremont. Et après ça, je suis allé à Brébeuf. Fait que j'ai eu un petit parcours un peu convenu. Là, tu sais. Puis je parlais à la française parce que quand je suis sorti de Stan, mes cousins ne me reconnaissaient pas. J'avais vraiment un accent français. OK. Puis je parlais, là, putain, fais chier, merde. Puis une enfance avec la cuillère dorée? Non. Ma mère habite toujours dans cette maison-là, qui est une petite maison. Et mon père était un entrepreneur, un gars dans l'assurance, qui a fait des sous un peu plus tard, quand j'avais 13-14 ans, qui lui a permis d'acheter une maison à Outremont, sur McEachern, au coin de Bernard. Donc, j'ai habité là à temps partiel, parce que je faisais 2 semaines chez ma mère, 2 semaines chez mon père. Puis quand je déménageais, il n'était pas question que je parte sans mes caisses de lait pleines de 33 tours. Encore la musique. C'est de la musique. Et ça sortait, là, écoute... J'apportais mes tables tournantes aussi parce que j'avais des SL 1220, des belles Technics. Il n'était pas question que je laisse ma belle table tournante chez ma mère. Alors, quand on déménageait à chaque 2 semaines, c'était un arrière. C'était un déménagement. C'était le clan Panneton. Ouais. OK. Ben, t'as toujours... Tu sais, je pense que t'as jamais rien fait à moitié dans la vie. Tes déménagements aussi. Oui. C'est un peu dans ta personnalité. C'est un peu dans ma personnalité. Du front tout le tour de la tête. Une grande gueule, pas toujours. C'est-à-dire que j'ai pas... tu sais, les dragons ont donné cette espèce de visibilité-là. J'ai été un entrepreneur jeune. J'ai été un employeur jeune. Puis quand je parle d'employeur, c'est... tu sais, avec Intellia, qui est la business que j'ai fondée, j'avais 21 ans à la sortie de l'école où j'ai pas obtenu de diplôme. Je m'emmerdais royalement. Et j'ai lancé Intellia. Ça a connu un certain succès. On est monté à 5, 10, 15. Tu sais, quand tu as 23 ans, tu as 15 employés. À un moment donné, 30. À un moment donné, 40. À un moment donné, 80. Fin de transaction avec Québécois, avec qui je suis resté pendant 5 ans. Et à ce moment-là, on est passé de 80 à 120, puis après ça, à 1500 employés. Et j'avais 29 ans, tu sais, en charge d'une entreprise qui était publique, avec tous les défauts d'un jeune homme de 29 ans qui a de l'argent, qui est arrogant, puis... Tu as un peu un parcours à la Steve Jobs, à la Bill Gates, des ticus qui se lancent en techno, plein d'idées. Ça a-tu commencé dans un garage comme eux autres? Ça a commencé dans des sous-sols avec des Sinclair, tu sais, qui était mon premier ordinateur, qui était un ordinateur qui avait un K. Après ça, mon VIC-20, que j'ai adoré. Après ça, mon Commodore 64, que j'ai chippé pour mon 428. Faire de la business avec un Commodore 64, tu sais. Eh bien, écoute, je faisais du piratage de disquettes à ce moment-là. Là. Tu te souviendras de cette époque-là. Oui. Des copies de disquettes. Des copies de disquettes, puis ça prenait des espèces de... C'était des trucs, des dongles que tu rentrais dans le côté du Commodore 64 que tu avais besoin pour jouer à Choplifter ou à des trucs comme ça. Fait qu'on avait réussi à répliquer ces dongles-là. Alors, c'était bien. Quoi, tu vendais des jeux vidéo au noir ou des logiciels. Écoute, j'avais pas une grosse business, là. Je te dirais que cette partie un peu illicite, je l'ai fait en dilettante, là. J'ai pas payé des chars avec ça, là. Mais ça a aidé à financer le début d'une start-up qui est finalement devenue une entreprise. Oui, ben en fait, compagnie de t-shirts, puis après ça, disc jockey, parce que je suis vraiment, vraiment un fan de... Il fallait rentabiliser les tables tournantes. Il fallait rentabiliser. C'était mes tables tournantes que j'avais achetées pour opérer ma discothèque mobile qui s'appelait Klaxon. Oh! Ouais. Et mon logo, c'était tapageur de bobino et bobinette. Alors, c'était un klaxon. Puis, naturellement, tapageur, c'était un klaxon. Tu te souviendras de bobino qui faisait...
Ouais. Tapageur! Oh! Et donc, c'était mon logo. J'avais déjà un certain penchant pour les concepts. Fait que t'as donné dans le mariage. J'ai donné dans le mariage, des parties de policiers, des parties de pompiers. Et à un moment donné, pour me rendre compte que la discothèque que j'avais plaisait pas tout à fait. Il y avait besoin de rumba, de salsa. Et là, des j'allais chansons toujours... pour faire le train, puis toi, Le c'était- train. Mais j'allais tout le temps chez te vois, là. Golden Records. Te souviens-tu de ça? Oui! Au Belgo. Oui. Au 2e étage. Il y avait une espèce de bac de keten, là, puis j'allais acheter mes disques là. Donc, j'avais mon bac de lait que j'amenais pas chez mon père ou chez ma mère. Celui-là, je le laissais en permanence. Oh my God. Oui, ça, Coconut Grove, je pense. Oh. Le Limbo Twist. On sent tout ton bonheur dans tes yeux. En même temps, de mettre de la musique, de faire le party, d'assister à des moments privilégiés, de voir des gens complètement sous dans des parties de pompiers ou d'enseignantes, et commencer à te faire cruiser aussi par des femmes un peu plus matures, quand tu as 16-17 ans. Tu te souviens du film de Mrs. Robinson? J'avais plus la chanson de Francis Martin en tête. Quand on se donne Se une donner femme à une femme d'expérience. d'expérience. Écoute, ça n'a pas été un très demandé, cette Ah! chanson-là. Non. Non. Mais il y avait une toune qui était toujours demandée. J'avais fait un party, un mariage à un moment donné dans une famille juive, et il y a quelqu'un qui me donnait 5$ à chaque fois que je jouais « C'est l'amour ». « C'est l'amour, mou. Écoute, je pense que j'ai fait 40$. Je l'ai fait jouer 8 fois Le monde jusqu'à devait que quelqu'un écœurer. me donne 50$ pour que j'arrête de le faire jouer. C'est excellent. C'est la loi des marchés. Fait que tu disais à 21 ans, tu pars ta première business, ça grandit. C'est les années où tous les gros joueurs qui regardaient des petites pousses en techno partir ramassaient ça parce que ça commençait la technologie. Là, et tu t'es retrouvé rapidement employé, tu disais, chez Québécois pendant 5 ans. Puis c'est drôle, quand j'ai vu ça, j'ai pas pu m'empêcher. Tu sais, on est toujours le gérant d'estrade de la vie des autres. Là. Je fais comme employé. Puis j'ai eu un petit sourire Oui. en coin. Il me semble que je vois pas Alexandre j'ai employé. vendu 50% de ma business à Québécois. Donc, je demeurais un actionnaire important, avec une entreprise qui a fait beaucoup d'acquisitions. On a fait, je pense, 7 ou 8 acquisitions. On a fait une prise de contrôle inversée. Fait que j'ai appris beaucoup la finance. Et je te dirais qu'à ce moment-là, même en quittant Québécois, j'étais pas... Le problème avec le champagne, c'est que Ça fait roter. ça fait... disons que, voilà. J'avais peu de connaissances, bien que j'avais fait mes études en gestion. Peu de connaissances financières. Je ne savais pas nécessairement comment lire un bilan, l'état des résultats. Mais j'ai quand même appris à faire des acquisitions. Et je détenais 1 million d'actions d'une entreprise qui est devenue publique, qui est devenue Neuron. Et on a fait un Qui est IPO. un des premiers gros joueurs en technologie au Oui. Québec. Là. Et on a fait un IPO à ce moment-là. J'avais 1 million d'actions. L'IPO a été fait... Un IPO pour ma mère, c'est quoi? Une émission publique d'actions. En fait, Ok. c'est une prise de contrôle inversée d'une entreprise qui s'appelait Informission. Et donc, je me souviendrai toute ma vie de ça. J'avais 1 million d'actions. On fait la prise de contrôle inversée et le stock s'émet à 7 $. Je valais 7 millions. J'avais 27 ans. Et à un moment donné, c'est la bulle techno. Le stock passe de 7 $. À un moment donné, je suis assis au Buena Notte. On est en décembre, party de décembre. Le stock est rendu à 24 $. De 7 millions à 24. De 7 millions à 24 millions. Et le stock est monté. À un moment donné, ça a touché 89 $. Wow! Et là, qu'est-ce que tu fais quand Et là, tu vaux 89 millions. Là, sur mais papier. tu l'as pas dans ton compte de banque. Non, mais ça, tu apprends ça plus tard, tu sais. Alors, j'ai mis une marge de crédit en place. Je me suis acheté une Porsche. Je me suis acheté une maison. Je me suis acheté des bébelles. Sur la marge de Et crédit. sur la marge de crédit. À un moment donné, ma marge de crédit, j'en avais pour 3 millions. Tu sais, j'ai fait des beaux achats. Ben, 89 moins 3, ça balance. Ça fait 86 quand même, tu sais, donc quand ça me même. donne une valeur nette de 86. Mais à un moment donné, le stock est descendu à 89 cents. Ouch! Et là, j'ai été transféré aux créances spéciales d'une banque. Et là, j'ai appris à la dure comment est-ce que c'était de dealer avec des gens qui voulaient ton bien et qui allaient l'avoir, tu sais. À ce moment-là, j'étais plus chez Québécois. Quand le stock a chuté, j'ai parti d'une compagnie de jeux vidéo que je finançais à même, parce que dans le 3 millions, j'avais mis pas loin d'1 million de $ dans cette compagnie de jeux vidéo-là. Je voyais pas d'avenir, c'était compliqué. Et j'avais investi dans une entreprise sans aller y travailler. Et j'ai pris la décision à un moment donné de dire soit je te flush
Et là, je perds mon argent dans le jeu vidéo. La banque, je suis au créance spécial, j'ai plus d'actifs, je vais faire faillite. Ou bien je me roule les manches et je décide d'aller dans cette compagnie de jeux vidéo-là comme CEO qui s'appelait Exacto. Et franchement, là, j'ai des frissons à penser à ça. Ça a été une année complètement folle là, où j'avais une Porsche, mais plus de bumper parce que j'avais eu un accident, j'avais pas d'argent pour la faire réparer. Des histoires complètement la misère folles. des riches, la vraie misère des riches. La misère des riches pauvres, là, Oui, parce que absolument. j'avais plus une scène. Ouais. Et donc, cette entreprise-là, on a focusé dans un secteur qui était les jeux vidéo haut de gamme, couleur. On est en 2001 pour les Pocket PC. Pour les gens qui ne connaissent pas ça, c'était l'espèce de iPhone avant le temps, parce que le premier iPhone est sorti, il faut s'en souvenir, en 2005, 2006. Là, on est en 2001, 2002, on fait des jeux pour ça, et on est le numéro 1 mondial du jeu pour Pocket PC et Palm. Il faut comprendre que le marché mondial, c'était 1 million de copies de jeux vidéo total, là. Et nous, on avait une part de marché de, je sais pas moi, 12%. On en vendait pour 1,2 million, 1,3 million de jeux. Et j'ai rencontré Bill Gates. Tu parlais de Bill Gates tout à l'heure. J'ai rencontré Bill Gates, puis on a parlé de notre... Il est venu me voir, il est passé pas loin de 15 minutes, parce qu'on était les numéros 1. On avait fait un jeu à ce moment-là qui s'appelait Tennis Addict. Et avec ton crayon, tu jouais au tennis. Ton crayon de Palm Pilot. Ton crayon de Palm Pilot, c'était un jeu, c'était extraordinaire. Et Bill Gates est passé, puis il a parlé, il dit « What's your strategy? » Je dis « We need to own the high-end space. » Il dit « Oh, that's bright, and you're doing a lot of titles. » Fait que tu fais beaucoup de titres, puis c'est ça le secret, on pourrait y revenir, mais tu fais beaucoup de titres. J'ai dit « Absolument, beaucoup de titres. » Il dit « That's bright. » Il dit « You're gonna go far. » Ça va marcher, Ça va marcher, les gars. Donc, écoute, j'étais tout excité. Puis à ce moment-là, c'est sorti dans les médias et il y avait une compagnie de Los Angeles qui s'appelait Jamdat, qui eux, moi je riais un peu d'eux, ils faisaient des jeux pour les téléphones noirs et blancs. Mais au lieu d'en vendre 10 000 copies, ils vendaient 1 million de copies de jeux à 99 cents, mais ils en vendaient pas mal plus que nous. Ils sont venus nous voir, ils nous ont fait une offre cash que j'ai pas pu refuser, et 10% d'options. On a obtenu des actions de cette entreprise-là. J'étais, à ce moment-là, partenaire avec 3 autres personnes. Et on a fait de l'argent cash. J'ai réussi à payer toutes mes dettes, à mettre de l'argent de côté, payer des maisons. Et on a conservé des actions de cette entreprise-là qui est allée publique 2 ans plus tard. Donc, un IPO. C'était mon deuxième IPO au Nasdaq. Une entreprise qui a fait un IPO autour d'1 demi-milliard US. Et on a été acheté par Electronic Arts 18 mois plus tard. Quand même. Pour 680 millions US. Cool. Ouais. Et là, cette fois-là, tu as vendu tes actions à un meilleur moment. J'ai vendu mes actions, j'ai quitté, j'ai eu mon nom sur une salle de conférence de Electronic Arts à Montréal et je suis passé à autre chose. Qu'est-ce que ça fait dans la vie de se retrouver relativement jeune? T'avais quoi? Tu étais dans la trentaine. Genre mi-trentaine, t'as assez de sous pour dire, écoute, je pourrais plus travailler si je voulais. C'est sûr que ça nous amène à faire des choix qui sont différents. Comment tu vois la vie à ce moment-là? Ben, en fait, sérieusement, je pense qu'un entrepreneur, quand c'est dans ton ADN, quand c'est dans tes veines, là, tu vas être entrepreneur toute ta vie. C'est une maladie mentale. C'est une maladie mentale. Pas, c'est impossible. T'es un junkie. Fait que quand tu vois, tu dis, j'ai de l'argent pour plus travailler jusqu'à la fin de mes jours, mais c'est parce que c'est impensable. C'est impensable. Tu vas prendre ton argent, tu vas aller le mettre dans un nouveau projet auquel tu crois. Tu vas re-risquer ton cash. Là, tu vas aller te lancer dans les taxis en disant que tu vas aller te battre contre Uber, puis fuck it. Oh, pardon. Oh non, c'est un balado, là. C'est ça. Mais on va se battre contre eux, puis on va arriver avec un modèle qui est différent, puis tu sais, à ce moment-là, j'ai lancé un fonds, Expand. On avait lancé un premier fonds. Puis dans le deuxième fonds d'Expand, on a mis beaucoup d'argent dans Théo. On a mis ce que très peu de gens vont faire dans un fonds, prendre le tiers de l'argent que les gens ont investi dans mon fonds. On l'a mis dans un seul projet parce qu'on avait la main dans le tordeur. Puis on pensait qu'on était en mesure d'aller faire des changements réglementaires pour que le modèle de Théo dont on avait besoin pour survivre allait éventuellement passer. Puis je me suis trompé. C'est ça qui vous a fait surtout mal avec Théo. Parce que Théo, vous vouliez comme pas réinventer, mais inventer une nouvelle tarte du taxi, on va dire ça de même. Et vous aviez besoin de rouler comme Uber roule avec des tarifs qui changent à différents moments. Et parce que vous étiez légal, vous deviez rouler sous les règlements de l'industrie du taxi. Vous aviez les mains attachées et vous regardiez le rebelle.
illégal à l'époque, le Uber, faire l'affaire que vous demandiez de faire, puis on le laissait aller. Je l'ai jamais compris. Écoute, moi, en parlant de ça, je suis encore... Tu sais, franchement, j'ai réussi à tourner la page de toutes les entreprises dans lesquelles j'ai été impliqué. Puis celle-là aussi, tu sais, je veux dire, j'ai fait mon deuil. Je vois les taxis qui roulent aujourd'hui parce que Pierre-Carl Péladeau a racheté l'entreprise de la faillite. Mais je dois te dire qu'il y a une gang d'incompétents, là, et ça m'a fait prendre conscience de l'importance de la réglementation dans le monde, des règlements, que ce soit au niveau de l'industrie du taxi, de la tarification qui est réglementée, que ce soit au niveau des règlements, des lois également. Ça m'a fait prendre conscience de l'importance d'avoir des gens lucides en charge de réglementer notre société. Pour bien comprendre quels sont les impacts réels que peuvent avoir des décisions qui sont prises. On prend des décisions souvent à la va-vite, puis on ne comprend pas quelles vont être les ramifications de toutes ces décisions-là. Et malheureusement, dans ce cas-ci, on a démontré, entre autres, que la tarification du taxi était détrimentale parce que quand tu étais en pointe, donc quand tu as le plus de demandes, tu fais moins d'argent à l'heure. Je t'explique ça en une minute. Oui, absolument. Le tarif de taxi, quand vous allez le prendre, c'est encore le cas, puis on a demandé un changement réglementaire il y a 4 ans, puis c'est pas encore en place. Tu as un tarif qui roule quand tu es à l'arrêt, puis tu as un tarif qui roule quand tu roules. Oui. Le tarif quand tu roules, à l'époque, c'était, je pense, 1,70 $ du kilomètre, puis à l'arrêt, c'était 65 cents de la minute. Bien, quand tu es à l'arrêt, c'est à 23 km/h et moins. L'arrêt. Dès qu'il y a un peu de trafic, tu roules tout ton trajet en cachet-arrêt. En cachet-arrêt. 65$ x 6, ça fait 40$ de l'heure. Ça, c'est 40$ de l'heure. Ça, c'est si ton taxi est plein 100% du temps. C'est ça le maximum que tu peux faire avec du taxi. Là, ça veut dire que ça paie les infrastructures, l'essence ou l'électricité, le véhicule, le gars ou la fille dedans, le TPS, répartiteur. TVQ. C'est compris. Mais c'est inclus dans ton prix, ton taximètre, il ne te rajoute pas 15%. Quand tu descends de Uber et que tu compares le tarif, tu dis, mais là, je reçois mon truc, c'est-tu drôle? Il y a une ligne TPS, TVQ, il y a une ligne frais gouvernement qui est une et machin, tu as une ligne ci, une ligne ça. Écoute, ça n'a pas de bon sens. Fait que nous, on demandait ce genre de tarification-là, ils ne nous l'ont jamais donné. On avait des Tesla, on aurait pu charger comme Select, Uber Select. Les gens veulent un beau char. Oui donc. Ouais. Si on avait eu ça, Théo serait encore en vie aujourd'hui. Et on n'a jamais eu de problème de demande. Notre taxi, on n'était pas capable de suffire à la demande. Ah non, et oui, exactement, parce que moi, j'étais un fan fini de Théo, et le seul défaut comme client, c'est que des fois, à l'occasion, mon attente était trop longue parce que tu le voyais, là, tu voyais les petits chars, là. Il y en a plein dans le coin, ils sont tous occupés, ils sont tous pris, fait qu'il y avait de la demande, les gens voulaient. Puis, c'était tellement le fun à prendre, je veux dire. Le service... Parlant encore avec un ami ce matin, t'avais le sentiment d'être quelqu'un. Tu sais, t'arrivais là-dedans. Là, les chauffeurs étaient respectés. On disait bonjour, c'est con, là, mais c'est déjà en partant de même. On disait bonjour, il était content de te voir, ouvrait la porte. Est-ce que vous êtes content de ce qu'on écoute? Est-ce que la température est au... Hey, c'est le fun, Colin. Et on se rappelle tous, d'être partis en voyage, en limousine... dans la X. Extraordinaire. Et je te dirais qu'on a eu une qualité de chauffeur extraordinaire. Des gens qui voulaient faire ce métier-là, qui aimaient le modèle parce qu'on leur garantissait un revenu hebdomadaire. Ils pouvaient faire plus d'argent avec les pourboires. Ils prenaient ce métier-là à cœur. Puis je pense à des dizaines et des dizaines de chauffeurs. Parce que moi, je prenais Théo tout le temps, là, tous les jours. 4-5 fois par jour. T'avais pas un chauffeur, t'en avais plein. J'en avais plein, mais les gens étaient heureux. Franchement, puis après ça, on a eu d'autres enjeux. On a eu des gros enjeux de ressources humaines. On a eu jusqu'à 650 personnes, François. Fait que là, quand tu t'en vas faire du recrutement à du monde que tu payes 15$ de l'heure, c'était une usine à recrutement avec des gens qui rentraient pas. On t'embauche tous les jours. Là. On embauchait, on avait un département, et ça, j'avais pas du tout compris ça, là. Je pense qu'à un moment donné, on devait avoir, 15 personnes en ressources humaines juste sur une usine de recrutement. In-out, avec des grandes erreurs aussi. Les voitures, c'était first in, first out. Donc, en fait, c'est le first in, last out. Les voitures rentraient, il fallait les charger. Il
Fallait Oui, les c'est nettoyer. électrique. Les voitures étaient nettoyées tous les jours. Fait qu'on avait on avait des usines à nettoyage de voitures, on avait des usines à recharge, puis les gens arrivaient, les chauffeurs arrivaient, puis ils prenaient la première voiture qui était prête, lavée, chargée. OK. Mais c'est jamais la même voiture. Il n'y a pas beaucoup de monde qui font ça dans l'industrie du transport, mais on l'a appris à la dure. Pourquoi? Parce que les gens ne respectent pas, les chauffeurs ne respectaient pas. Puis quand je dis les chauffeurs, c'est pas tous les chauffeurs. Il y en avait une gang. Ils n'ont pas de C'est pas sentiment leur char. d'appartenance. C'est pas leur char. Tu sais, ça sent le shish taouk ou le Demain, souvlaki. c'est pas grave, je vais C'est pas grave, changer. c'est pas ma voiture, je vais changer. Petite affaire, un petit problème mécanique que tu commences à voir venir, ben là, Tu le dis pas, tu tu le laisses là pour le le laisses là. prochain. Ben Ouais. oui. Puis, La écoute, ce qu'on a rotation. appris après, c'est que des entreprises comme, par exemple, UPS ou FedEx, ben, les trucks sont séparés à 2 teams. OK. Fait que là, c'est quand le team d'avant, là, c'est pas occupé de... Je disais, hey Alexandre, là, c'est toi qui avais le truck hier. Là, C'est regarde ça, bien, que c'est ça, cette affaire-là. Là. Uh-huh. Fait que, tous des petits trucs, je te dirais qu'on a appris, et ça, c'est probablement l'espèce de tête de cochon, tu sais, qui, oui, écoutait ce que les gens disaient, mais en même temps, on s'en va là, on s'en va là, on s'en va là, puis... tu sais, j'ai pris 100% du blâme de cet échec-là. Il y a des choses que je n'ai pas fait, mais une chose que je n'ai pas fait, c'est d'être le PDG de la business. Et ça a été une grande erreur. C'est-à-dire que tu peux pas te lancer dans un projet de même sans avoir un entrepreneur, un PDG qui est là à temps plein. Et je gérais ça par l'entremise de mon fonds, dans lequel on avait plusieurs Tu le placements. gérais en investisseur et non en opérateur. Exact. C'est pas Mais je pareil. peux te dire une affaire, c'est que j'étais là le matin, j'étais là le soir, puis c'est moi qui regardais le soir, toutes les on avait des trucs en temps réel où on voyait les voitures qui se déplaçaient. Les algorithmes, je les développais avec les équipes. Tu sais, je me suis impliqué. Mais j'étais à demi-enceinte. Puis ça, demi-enceinte, là, ça marche pas fort. Mais il y a eu de l'argent de l'État dans Théo. Oui. Oui. Il y a eu des subventions. On a reçu 5 millions de dollars du MTQ, donc une subvention pure. Il faut comprendre qu'on mettait un modèle où on payait des salaires et on payait donc de l'impôt, des retenues à la source. Oui. Et on payait à chaque année, tu sais, sur 640 employés, tu peux t'imaginer le cash qu'on retournait. Non, mais c'est pas tant ça la question. La question, c'est que, bon, vous investissez. Ouais. Le gouvernement met de l'argent là-dedans Ouais. via différents portefeuilles dans le gouvernement. Ça reste tout de même de l'argent de l'État. Et ce même gouvernement-là passe pas à l'action pour changer les lois. Alors, ce même gouvernement-là s'auto-fait mal. C'est bien compliqué à comprendre. Oui, mais c'est ça pareil, ça n'a pas de sens. Ben, ça t'en dit long un peu sur les espèces de dédales administratifs, sur les différents niveaux, les fonctionnaires, le politique, tu sais, qui était quelque chose que j'ai commencé à connaître il y a 5 ans, puis j'ai eu une espèce de petite incursion aussi dans le monde politique. On en parlera tantôt. Une petite out, là, tu sais, c'est une petite vite. Un là. petit quickie. Un petit quickie. Mais ça m'a quand même permis de comprendre que j'étais pas fait pour ça. Et 2, de mieux comprendre comment est-ce que ça fonctionne, puis les forces que tu ne contrôles pas, ni comme politicien, des fois pas comme fonctionnaire, pour faire avancer les choses comme elles devraient avancer. Quand tu vois ça, et puis en faisant la recherche, ça revenait régulièrement que qu'on te taxe de BS de luxe ou BS corporatif, puis on va venir à ton profil Nova tout de suite après, tu dois avoir envie d'enlever le J-Proc dans la pièce où tu es. Ben, écoute, je pense qu'on a tout un enjeu aujourd'hui, puis de façon assez globale. Ouais. Je te dirais que le bonheur, je vais faire une espèce de drôle d'incartade, là. Je te suis. Le bonheur est basé sur... Il y a une étude à chaque année qui sort, le World Happiness Index. Puis ils ont vraiment fait un travail très, très en profondeur sur ce qui permet d'atteindre le bonheur. Okay? Et un de ces éléments-là, c'est la confiance. La confiance envers toi, la confiance envers autrui, donc la confiance envers la société. Les médias jouent un rôle extrêmement important là-dedans. Et malheureusement, au Québec, quand tu regardes, il y a eu une étude qui a été faite dernièrement, les entrepreneurs, je pense, sont à peu près au même niveau que les curés en termes de confiance que la population a envers eux. Il y a quelque chose là-dedans qui fonctionne pas, tu sais. Un entrepreneur, là, c'est des gens qui mettent leurs couilles sur la table, qui font vivre la province. Si on n'avait pas aujourd'hui les entrepreneurs qu'on a au Québec, là, on ne serait pas capable de maintenir le filet social Non, pas qu'on tout. a. Ah non, c'est les créateurs de jobs, Les créateurs de jobs, créateurs de richesse, donc créateurs d'impôts qui s'en Oui. vont au gouvernement. Puis là, on dit « Oh, Québec, hey! »
va voir aux États-Unis, là. Penses-tu qu'aux États-Unis, ils ne donnent pas de subventions pour des entrepreneurs? Elon Musk, là, qui est comme le héros des amateurs de Bitcoin puis de libertarisme économique, là, il a reçu 4,5 milliards de dollars du gouvernement pour lancer ses gigafactories. Ça, c'est correct, ça? Il n'a pas dit non. Il n'a pas dit non. Pourquoi il n'a pas dit non? Ça a créé tout un secteur de l'industrie automobile. Il a créé des jobs. Il est en avance. C'est un visionnaire. C'est un gars absolument extraordinaire. Mais on le nourrit, ce gars-là. Ouais, puis localement, il y aura toujours des gouvernements pour tirer la couverte, pour avoir... Tu sais, tout le monde est contre Amazon. Puis quand Amazon dit « Ah, j'irai mettre mon entrepôt dans... » L'as-tu vu combien ils ont donné tout de le monde cash? met de l'argent pour le avoir deuxième siège social d'Amazon, je pense qu'ils ont obtenu, je sais pas, 1,8 milliard de dollars. Je me souviens pas où ils l'ont mis. Je pense dans le coin de Chicago. Écoute, c'est débile. Puis ils ont besoin d'argent, Amazon, là. Ben oui, ça, on le sait. Pauvres eux autres. Oui, pauvres eux autres. Mais on a malheureusement ce réflexe-là. Ouais. Puis, tu sais, on a toujours... on dit tout le temps, notre réflexe judéo-chrétien. Je sais pas si c'est ça. Mais les entrepreneurs, là, au Québec, ont pas très bonne presse. Quand tu fais de l'argent, là, tu dois être un méchant crotté. Oui, il faut pas trop que tu le montres. Non. Montre pas ta maison. Tu sais, c'est fascinant. Récemment, le premier ministre a mis sa maison en vente. Tout le monde sait qu'il a fait ses sous, lui, dans l'aviation avant. Hein? Puis là, comment ça se fait que sa maison vaut 5 millions? Elle valait quand il l'a acheté, là, des gens partant, là, tu sais, ça s'appelle l'immobilier. Fait que si le bungalow à Drummondville, il est passé de 105 000 puis il vaut 395 000, c'est normal que la maison de 1 million monte à 5, là. C'est juste de la règle de 3, là, mais... Et puis... Oui, mais tu sais, ceci dit, je peux comprendre qu'on s'interroge, est-ce qu'il y a eu des passe-droits, est-ce que mes entrées en politique ont permis d'avoir... non, mais c'est sûr que j'ai accès aujourd'hui à beaucoup de monde. Quand j'appelle quelqu'un, habituellement, les gens vont retourner mes appels. J'ai fait des projets, j'ai un track record, j'ai connu des succès importants et je continue à en connaître. C'est beaucoup moins connu parce que Théo a été très, très, très publicisé. Ouais. Mais je suis impliqué dans plusieurs autres projets qui sont extraordinaires. On va y revenir. Je vais aller dans tes couleurs. Ouais. Ton profil Nova. À chaque invité, je leur fais faire leur profil psychométrique. Ça sort le profil... de la personnalité, en 4 couleurs. Chaque couleur veut dire quelque chose. Chaque couleur, c'est de 1 à 100. Puis il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Tu sais, tu peux avoir pas de bleu ou bien du bleu. C'est juste que tu es différent dans tes maladies mentales que le voisin à côté, là, tout simplement. C'est la première fois que je rencontre quelqu'un qui a 100 de rouge. Moi, j'en ai beaucoup, là. Je suis comme à 96, là. Mais 100, je n'ai jamais rencontré quelqu'un encore qui est à 100 de rouge. Rouge, là, c'est dominance. Grand besoin d'être proactif, relever des défis, atteindre des objectifs. Pour vrai, l'assurance, la directivité. Ça, tu te lèves le matin, puis je dis, c'est que ça, là. C'est quoi mes défis aujourd'hui? Ta vie est un combat, là. Je pense de moins en moins, mais ma vie est je te dirais, de plus en plus, excuse-moi de dire de moins en moins, puis de plus en plus, mais c'est vrai, je joue un rôle de coach. Je joue un rôle de coach auprès des PDG des entreprises ou des organismes dans lesquels je m'implique. Tu sais, je suis impliqué dans un paquet de business, puis je me rends compte que de passer une demi-heure par semaine avec mon ou ma PDG, de passer à travers ces enjeux, tout ça, puis de dire, bon, as-tu pensé à ça, etc., etc. Donc, je suis devenu aujourd'hui beaucoup plus un mentor qu'un gars qui va le faire. Ouais. Mais il y a des gens bien plus compétents que moi, bien plus rigoureux, qui ont des qualités en ressources humaines, qui ont des qualités en établir des priorités, puis de mettre en place une rigueur qui est essentielle pour le succès d'une business. Moi, je suis moins rigoureux. Mais attention, quand je dis moins rigoureux, c'est-à-dire que mon horaire, je me lève à 5h, 6h, puis je travaille jusqu'à midi. Puis ça, c'est ça mon horaire. Après ça, je vais marcher. Après ça, je vais faire du vélo. Je vais essayer de faire autre chose. Mais je peux te dire une affaire, c'est de 6h à midi, là, je fais du travail comme j'en ai jamais fait quand j'avais 25 ans en 85 heures semaine. Parce que tu dis, moins maintenant, le Nova parle de notre naturel, de notre adapté, puis toi, en adapté, tu as perdu 25 de rouge. Je t'ai rendu à 75. Donc, à la base... Tu l'as dit tantôt, tu sais, dans le temps de Théo, tu sais, tu vas vite. Il y a un moment donné, tu as fait comme, OK, wow,
on va pas être au combat de même tout le temps. Là. Non. Justement, et on va descendre et se rapprocher du monde. C'était quoi l'élément déclencheur? Écoute, il y en a plusieurs. Tu sais, la claque sa gueule que j'ai mangée, tant parce que j'ai annoncé à un moment donné me joindre au Parti libéral, comme président de campagne, Théo, puis un paquet d'enjeux familiaux. Là, tu sais, bon, naturellement, le départ de Thomas, puis j'ai eu des enjeux de santé. Alors, tout ça a été une espèce de... Ouais, c'était sonnette numéro 1, sonnette numéro 2, ça numéro sonnait 3. partout, Là, là, tu fais tu sais, garde. un instant, votre appel est important pour nous, mais là, toutes les lignes sonnaient. Là. Alors, à un moment donné, il a fallu que je décroche. Puis en même temps, tu sais, j'ai eu le cul bordé de nouilles, hein, dans le sens que autant est-ce que l'échec de Théo a été dur, mais autant est-ce que parallèlement, on était en train de connaître des choses formidables avec d'autres entreprises. Ma fille qui va... tu sais, autant est-ce qu'avec Thomas, ça a été épouvantable, mais autant est-ce qu'avec ma fille aujourd'hui, c'est un bonheur d'être avec elle, de la côtoyer sur une base quotidienne. Puis je la vois s'émanciper, grandir, devenir un adulte qui m'inquiète pas du tout. C'est vraiment une fille... alors, je pense que Debbie et moi avons fait notre travail de parents. En même temps, on peut pas ramasser toutes les fleurs, tu sais, puis ça, c'est un peu la même chose dans une vie privée. Et pas tous les pots. Mais c'est un peu la même chose dans la vie privée qu'en affaires. Tu sais, à un moment donné, là, quand tu gagnes, c'est le fun, Ouais. mais c'est pas toi, c'est ton équipe, mais c'est aussi autre chose, la chance. Oui. Le marché a bien bougé, tes compétiteurs ont été niaiseux, t'as rencontré une bonne personne dans un avion qui fait que t'as réussi à signer un deal qui a transformé ta business. Absolument. Ça, c'est le hasard. Et ce hasard-là est présent dans le succès et est présent dans l'échec. Fait qu'il faut que tu sois capable d'être zen par rapport au succès, être humble. Il faut que tu sois humble aussi dans l'échec. Parce que tu comprends qu'il y avait des éléments que tu ne pouvais pas contrôler. C'est pas moi qui étais capable de changer la réglementation. Non, absolument. Mais avec autant de rouge, c'est dur d'être zen. Tu sais, c'est pas la couleur de la zénitude. On va dire ça de même. Mais tu remarqueras que dans le tableau 2, Oui, j'ai 25% moins. Là, fait que j'imagine que je m'en vais dans la bonne direction. Là, c'est un rythme directif qui est réduit, plus grande écoute, une plus grande collaboration, c'est ce que ça amène. La deuxième couleur qui est prédominante, c'est le jaune. En 89, c'est quand même beaucoup. C'est un grand besoin d'influencer. Jaune, c'est influence, plaisir. Pour toi, c'est sérieux avoir du plaisir. C'est important avoir du plaisir. Très. Travaille là. Les gens qui ont beaucoup de jaune, là, ils travaillent à avoir du plaisir. Écoute, pour moi, je me lève le matin et je réfléchis. Mon brunch qui va avoir lieu dans 4 jours, mon menu est fait. Je suis en train de sur un type précis de choses que je vais manger. Je les ai commandées, ça fait une semaine. Donc, la rigueur que j'ai en affaires est identique dans la façon que je vais commander mes choses. Puis, comment est-ce que je vais vouloir intégrer mes chums là-dedans. Parce que ce que j'allais dire, là, lui vient, je vais servir ça, puis là, elle, je vais y amener telle affaire. Puis... Moi, écoute, j'ai eu 40 ans il y a maintenant 8 ans, je vais bientôt 9 ans. J'ai organisé un voyage, on était 70, tout était réglé à la demi-heure près. On a vécu 5 jours ensemble. La smala, pour moi, là, les amis, m'occuper de mes amis, prendre en charge un souper, un événement, un voyage, ça fait partie des grands plaisirs que j'ai dans ma vie. Donc, j'adore ça, faire ça. Heureusement, j'ai des chums qui semblent-ils ne sont pas trop fâchés de ça non plus. Mais le bonheur, c'est quelque chose de très sérieux. Le plaisir, c'est quelque chose de très sérieux. Fait que si t'avais eu de la graine de criminel, t'aurais été un excellent parrain de la mafia. Fait que la grosse famille autour, les grosses affaires, les gros parties, mais toujours en restant en haut. Je pense que j'aurais été bon. Puis en plus de ça, tu sais, j'ai un talent caché. Je suis un assez bon personnificateur, imitateur. OK. Ouais. Je suis capable de prendre un personnage et dire maintenant là que je peux prendre à peu près n'importe quel accent tu veux. Là. C'est bon, ouais. Quand même. Pas pire. On va voir en film dans un jour. 2 autres couleurs, vite. Ton vert est à peu près à 36. Ce qui veut dire que t'es entre dire j'aime ça quand ça change, mais pas tant, puis avoir envie de le provoquer le changement. On est comme là-dedans. Le rythme rapide, oui, mais pas tant. Multitâche, mais une tâche. Tu sais, t'es comme ça fesse entre les deux, là, au niveau du rythme. Ça vient avec ce que tu disais tantôt. Tu sais, avoir ralenti un peu. Ouais. Puis... Moi, c'est une bonne lecture.
Il n'y a rien que je déteste plus que, mettons, d'avoir quelque chose qui est cédulé ou que j'ai mis dans mon agenda puis les choses changent à la dernière minute. Mettons, je pense que je vais manger ça ce soir puis il y a une rébellion à la maison puis mes femmes me disent « ça ne tente pas de manger ça », je vais aller bouder là, parce que tout mon menu est dans ma tête. Le changement... Mais des jaunes, quand ça gagne pas, c'est boudeux. Ah ouais, c'est ça. Dernière couleur, c'est ton vert, ton bleu. Il est à 18. Le bleu, c'est la conformité. Alors, quelqu'un qui a beaucoup de bleu, c'est quelqu'un qui tripe sur le logiciel Excel puis qui a les règles, les procédures aussi bas que ça. C'est rebelle, fait ses propres règles, résiste aux procédures. Toi, faut te le vendre, le règlement, avant que tu l'achètes, là. Sinon, tu vas dire, je vais l'inventer. Mon règlement dans ma tête est bien meilleur que le tien. Voyons donc. Puis là, avec tout ton jaune, tu vas me convaincre. C'est sûr que, oui, effectivement, je pense que ça a beaucoup ressorti dans le cas de Théo. Puis, à tort, tu sais, on n'a pas réussi. Mais, sais-tu quoi, peut-être de moins en moins, peut-être que je suis en train de fléchir un peu là-dedans. J'apprécie un encadrement, les règles, mais c'est sûr que je vais toujours remettre les choses en question, tu sais. Le problème d'un entrepreneur, je pense, c'est que ton hamster tourne tout le temps. Puis, toute situation est une opportunité. Toute situation. Oui. Puis tu réfléchis, non pas seulement en fonction d'un modèle d'affaires, mais la réglementation ne fonctionne pas. Tu sais, moi, je pense aux taxes municipales. Ça n'a pas de bon sens, comment ça marche. Oui. T'es maire de Montréal, t'es mairesse de Montréal. Ce que tu as à gérer, la marde que tu reçois, ton budget, comment est-ce que tu le montes, tu as des choses là-dedans qui n'ont ni queue ni tête. Et là, je me dis, mon Dieu, à la ville, on devrait faire ça. Et là, tu arrives avec un programme électoral, tu présentes ça, personne qui va voter pour toi. Là. C'est plate en tabarouette. Mais il y a des choses, des incongruités dans notre société qui sont extrêmement frustrantes. Donc oui, peut-être les règles établies, la façon de faire, il faut toujours challenger ces affaires-là parce qu'il y a toujours façon de mieux fonctionner, d'être plus efficace, puis de changer les choses de façon durable. Pourquoi, au lieu d'aller faire de l'administratif en politique, t'as pas été faire de la politique active? Tu parlais justement de Montréal. Maire de Montréal, ton nom est déjà sorti là, à un moment donné, là, à l'autre élection d'avant, Ouais. dans les candidats potentiels. Ben écoute, sérieusement, je mentirais en disant que j'y ai pas pensé, tu sais, que j'ai pas pensé à ça. Mais après ça, j'ai des amis qui sont des ministres. J'ai goûté. Il y a une polarisation en ce moment dans le milieu politique. On parlait tout à l'heure de confiance. Les gens remettent complètement en question l'intégrité de nos politiciens. Je veux dire, en bas d'un entrepreneur, là, puis en bas d'un curé, t'as un politicien. Voyons donc. Fait que t'es déjà bas, tu veux pas descendre plus bas. Ben, sais-tu quoi? J'ai 50 ans, j'ai connu toutes sortes de revers et aujourd'hui, je vais essayer de peut-être profiter de la vie un peu, planifier mon party de 50 ans parce que c'est dans Ouais. un an et demi, puis je peux te dire une affaire, c'est que mes amis qui vont être là, puis j'ai insisté tout à l'heure sur l'importance de l'amitié, puis mais t'as pas idée, là, pour moi, c'est viscéral. Là, tout ce que tu veux, c'est que les frontières ouvrent pour que la destination que tu as en tête soit accessible. Ouais, mais tu vois, le petit bleu, là, j'imagine, là, ça va être ouvert, les frontières. On va prendre un moyen de transport pour s'y rendre quand même. Nova sort nos motivations. Et est-ce que je me trompe, mais j'ai devant moi un grand idéaliste qui rêve d'un monde meilleur. Oui, moi, je suis regarde, je me suis exprimé à de nombreuses reprises sur des iniquités qui existent, sur l'égalité des chances, sur l'importance, malheureusement, du code postal dans la destinée d'un humain. Tu disais souvent ça avec Arcan le matin quand oui. tu faisais la commission. Puis tu sais, en fonction du code postal, là, tu sais, on est pas loin, on est dans Hochelaga-Maisonneuve, à la limite. Les chances sont que quand tu vas naître ici, là, tu vas manger une hostie de volée dans ta vie. Ouais. Et c'est pas normal. Je pense que, effectivement, ça prend... On est dans un régime capitaliste. On a besoin d'avoir une certaine méritocratie. Tu vas travailler fort. Tu vas pouvoir gagner de l'argent. Tu vas pouvoir bien vivre. Tu vas pouvoir réaliser des rêves. Tu vas pouvoir voyager, t'acheter des choses que tu aimes, nourrir ta famille. Donc, la méritocratie est importante. Mais jusqu'à, je te dirais, au moins jusqu'à 18 ans, au moins... Est-ce qu'on peut s'assurer d'avoir un terreau qui est équitable, égal pour tout le monde? Puis on est très, très loin de ça. Les gens ne réalisent pas à quel point est-ce que tu pars avec 2 strikes dans la vie. Tu disais tantôt,
t'embarques dans d'autres projets, c'est fascinant parce qu'il y a des business dans lesquels tu t'es impliqué et on en est moins conscient. Ce qui ressort souvent, c'est là, l'échec de Théo. Ben pas de traîner ça comme un tatou au fer rouge. À côté de ce tatou-là, il y a des sacrés beaux tatous qui sont là. T'es dans ceux qui étaient là au jour 1 de Stingray. Oui, je suis le fondateur de Stingray, en fait, cofondateur avec Éric Boyko. Fait que t'es le roi du karaoke. Ben, on a commencé avec ça. Fait qu'on retourne à la table tournante. On a commencé avec ça. En fait, c'est une passion, tu le sais, la musique. Et j'avais essayé d'acheter Galaxy en 2001. Ah, la musique qui joue sur le câble? Oui. Et c'est à la base de Stingray, tu sais. C'est-à-dire qu'à la base, la première acquisition qu'on a fait, c'est The Karaoke Channel. Oui. Aux États-Unis. J'ai fait des chroniques souvent là-dessus. Ben, écoute, moi, j'ai chanté du karaoké, puis encore aujourd'hui, moins. Mais... Ça appartient à Karaoke Channel appartient toujours à Stingray. Ça appartient toujours à Stingray. Non, ben, on va vous plugger. Là. Pour 3$ par mois, puis tu peux t'abonner juste pour un mois, tu as l'entièreté du catalogue mondial des tunes de karaoke. Prochain party, quand on va avoir le droit de se voir à plus que 2, là, écoute, c'est le meilleur investissement au monde. J'avais mon chum Hervé, qui est dans le Vercors à Grenoble, que je salue, qui faisait des covers de toutes les chansons francophones. Écoute, c'est malade, là, parce que naturellement, le catalogue qu'on a développé, on l'a développé aussi en fonction de ce que j'aimais chanter. Ben oui. Alors, il y a des tunes de Bachung, il y a des tunes de Murat. Tu sais, qui va chanter du Jean-Louis Murat? Mais si vous allez là, vous allez voir qu'il y a un peu de Jean-Louis Murat parce que c'est un artiste que j'adore. Fait que là, vous êtes dans le karaoke, vous êtes dans la diffusion de musique dans les endroits publics, dans les magasins. Effectivement, donc toute la diffusion dans les magasins. On a acheté Galaxy. Donc, tout le background de M&A. M&A, c'est Mergers and Acquisitions, c'est-à-dire tout le background d'acquisition d'entreprise. Chez Stingray, ça a été incroyable. Donc, les connaissances financières, la capacité de mettre du levier, d'emprunter pour être capable de faire ça. Et j'ai quitté cette entreprise-là avant son émission publique, mais c'est quand même la 3e entreprise dans l'ordre là, qui est allée publique, dans laquelle j'ai été très, très, très impliqué, là, en fait, que j'ai cofondé. Puis, l'électricité, t'aimes ça? Il y avait une gang qui, sur la rive sud, passait un peu pour des hurluberlus il y a une couple d'années parce qu'ils voulaient faire marcher des autobus d'école avec des piles. À Saint-Jérôme, nos amis de Lyon. De l'autre côté, oui. Ouais. Lyon, t'as été de ceux qui ont dit, regarde, OK, je crois en ça, puis on y va. Lyon, le jeu de mots, on peut le faire. Là. Lyon est en train de devenir un vrai lion, là. Écoute, c'est de loin l'entreprise dans laquelle j'ai été impliqué qui va connaître le plus grand succès puis le plus grand impact. Si vous ne connaissez pas Lyon, là, vous allez connaître Lyon très bientôt. Ben, écoute, c'est en train d'exploser. C'est absolument incroyable. Et je suis très, très fier de ça. J'ai été président du conseil de cette entreprise-là pendant 3 ans. J'ai travaillé avec Marc Bédard, qui est l'entrepreneur derrière ça. On a détenu une part très importante de cette entreprise-là. On détient encore aujourd'hui une part très importante. Et on fait, ça c'est le 5e IPO dans lequel j'ai été impliqué. Donc, on s'apprête à être une entreprise publique sur le New York Stock Exchange. C'est la première fois. J'ai fait le TSX, j'ai fait le Nasdaq à quelques reprises. Et là, c'est le NYSE. Moi, je dis NYSE, les gens rient de moi, là, mais c'est le NYSE, le New York Stock Exchange. Puis on va être sur le TSX en même temps. Et c'est une entreprise multimilliardaire. Donc, c'est une méga licorne. Parce qu'à la base, l'idée était de faire des autobus scolaires électriques. Oui. Le projet qui est toujours là, de ce que j'en comprends, mais le produit vedette, c'est le camionnage. À juste titre, au niveau de l'économie que tu vas faire en termes de coûts opérationnels, que ce soit au niveau, naturellement, de tes freins, etc., donc tous les coûts du camion, de l'entretien du camion, mais aussi au niveau de l'électricité. Plus tu roules, plus tu vas sauver de l'argent. Ça te coûte à peu près, je te dirais, 15% de ce que ça te coûterait pour du pétrole de rouler avec de l'électrique. Donc, plus tu roules avec de l'électrique, plus tu vas économiser de l'argent. Et là, maintenant, les batteries sont rendues tellement performantes que tu peux faire un 250, 300, 350 km. Et l'usage du camion intracité, c'est 65% de l'usage du camion. Fait que du monde qui vont faire 200 km, là, de Bro et Martineau, de Hydro-Québec qui va faire des trucs d'un poteau ou des camions de vidange. Tu sais, l'usage
pour nous, c'est un... Et j'ai-tu compris que ça va tellement bien que vous êtes obligé de contrôler les commandes, genre Amazon dit j'en veux tant. Tu fais, oui, c'est correct, mais ça dépassera pas tel pourcentage parce qu'il faut qu'on soit capable d'en donner à tout le monde. Calmez-vous. Take a number. On pourrait avoir un enjeu, c'est-à-dire que si demain matin, tu t'envoyais 100% de ta production à un seul client, c'est très dangereux. Ah oui, parce que si lui t'abandonne, là, tu... Exactement. Donc, il y a énormément de demandes. Puis quand tu regardes aujourd'hui ce qui se passe avec la COVID, Ouais. le plan Marshall des années 2021, 2022, ça va être un plan vert. Ça a été annoncé par Biden, ça a été annoncé par Trudeau, ça a été annoncé par Macron. Tous les gouvernements s'en vont aujourd'hui sur une dépollution de l'économie. Et par où ça passe? Oui, des nouveaux processus industriels. Mais 40% des GES sont émis par du transport. Mm-hmm. Et quand on a fait ce bet-là, il y a 7 ans, les gens trouvaient ça un peu bizarre, t'es sûr, un petit gang de Saint-Jérôme. Mais aujourd'hui, force est d'admettre qu'on a fait un bon choix. Et pour revenir au gouvernement, le gouvernement est impliqué dans mon fonds parce que la Caisse de dépôt est là, la FTQ est là, Investissement Québec est là, puis ils vont faire... Beaucoup d'argent, c'est un bon coup de cash. Donc, c'est-à-dire pas que sur Lyon, sur un fonds qui est comme un REER. Dans ton REER, tu regardes, tu as plein de titres, mais le rendement global de Expand dans lequel Théo était, où on a perdu le tiers du fonds, le rendement de ce fonds-là va probablement être le meilleur rendement de n'importe quel fonds au Québec dans les 10 dernières années. Fait que le BS corporatif, au lieu de têter du cash à l'État, il renvoie de l'argent dans le... On va en avoir envoyé un petit peu. Cool! On reste dans l'électricité. T'es au CA de Bixi depuis 1 an à peu près? Depuis juin, donc presque 1 an. Et là, ça va être la saison du Bixi électrique, là. En fait, on va doubler le nombre de vélos électriques. On va avoir pas loin de 2000 vélos sur 9000, donc une flotte de presque 25% là, en vélo électrique, ce qui est à peu près le bon chiffre. Puis un outil de déplacement qui devient de plus en plus intéressant, de plus en plus important à Montréal. Fait qu'on est très heureux de ça. Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui disent « Bon, c'était une grosse job ». C'est payant, Chris. C'est payant. J'ai vu ton salaire. Écoute, non, mais t'es au crochet de l'État, là, mon sale. Ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de bon sens. Mais non, mais c'est un autre truc, c'est que les gens pensent que comme président de conseil du Musée d'art contemporain ou du président de conseil de Bixi, écoute, on a des chauffeurs, puis on mange des petits blinis avec du caviar. Max, ça paye pas une scène, puis Bixi, je me suis rendu compte qu'il m'envoyait effectivement des jetons de présence. Donc, ça s'appelle comme ça quand tu es sur un CA, tu reçois un jeton de présence. Fait que j'ai reçu mon T4, ou je sais pas si c'est comme ça qu'ils appellent ça pour un... ou TP4, peu importe. 2800 $. Mais je peux te dire une affaire, c'est que je passe... Tu pourrais demander à Christian Vermette, qui est le directeur général, à chaque semaine, comme dans toutes les autres entreprises, une demi-heure avec Christian, les conseils, je suis sur tous les comités, comité d'innovation, comité d'audit, comité de gouvernance, comité de RH, comité de machin, les CA. Fait que pour moi, c'est une job Bixi 30 heures semaine, 30 heures par mois. Fait que faites ça fois 50, ça fait 30 heures fois 50. Non, excuse-moi, par mois. 12. C'est plus compté. Non, c'est ça. T'es maudite bulle. Hey, t'as pris un verre, ramène-moi ça ici. Ramène ça ici. 30 heures fois 12, ça fait 360 heures. Fait que je me fais payer 8 $ de l'heure. Hey, c'est bon. Ça veut dire que tu pourrais porter plainte aux normes. Mais tu sais que 8 $ de l'heure, sur lequel je paye 53% d'impôts. Parce qu'il s'additionne à l'autre revenu. À toutes les rémunérations extraordinaires que je génère ailleurs. Dans tes compagnies, tu peux te donner le salaire que ça te tente. Ça, c'est vraiment pas important. Donc c'est une action, entre guillemets, bénévole. Et à ta grande surprise, tu as reçu un chèque, mais... Mais je ne savais pas, parce qu'au Musée d'art contemporain, en fait, les règlements viennent de changer, mais tu n'es pas payé quand tu fais ce genre de truc-là, que tu t'impliques socialement. Absolument. Et c'est important. Je veux parler de Thomas, mais je veux parler surtout de ton implication par rapport aux géants. Parce qu'il y a un dossier qui est hyper important, qui est l'intelligence artificielle, qui est la compréhension de ces géants-là, des communications qu'on leur fait. Ton fils avait clairement indiqué à la machine ses intentions, et la machine n'a rien fait. Alors qu'elle avait ce data-là.
Tu milites encore là-dessus pour essayer de brasser la cage de ce monde-là ou tu as fait regarde, je vais choisir mes combats puis je vais aller ailleurs? Écoute, j'ai essayé d'avoir des rencontres avec les départements légal d'Amazon, le département légal de Twitch. Ils ont refusé complètement de me rencontrer. Je pense qu'ils voyaient là un flanc qui aurait pu être ouvert d'un point de vue légal où j'aurais pu les poursuivre. Tu sais, il y a eu certains commentaires qui ont été faits dans les médias au Québec par rapport aux commentaires que j'ai faits sur Amazon. Tu sais, c'est bien évident que la maladie mentale, puis quand je parle de maladie mentale, tu as fait référence à ça tout à l'heure, François t'a dit, on a tous nos maladies mentales, on a tous des biais. C'est-à-dire qu'on est plus comme ça, on est plus comme ça, puis on a des façons différentes de voir les choses, de supporter le stress, de développer un sentiment dépressif, de faire des colères. Ouais. Tu sais, on a tous ces éléments-là. Je pense que globalement, au niveau de la société, on a vraiment sous-investi dans les services sociaux, sous-investi dans le soutien en psychologie, en psychiatrie. Mais il n'y en a pas. Il y en a très, très peu. Au Québec, tu n'as pas le droit d'avoir de problème dentaire ou de problème dentête. Puis c'est les deux problèmes pour lesquels on va t'abandonner. Oui. Fait que tu vas te retrouver dépressif, plus de dents. Puis hey, là, ça va-tu bien aller pour remonter à la côte? Mais de l'autre côté, on va changer des hanches. Puis on a un débat là, à avoir un moment donné. Là, ça n'a pas de sens. Si tu n'as pas d'argent, tes poux dans la tête, tu vas mourir avec. Si tu as un petit peu de sous, tu vas être chanceux. Et tu vas rencontrer des professionnels extraordinaires que leur job, c'est soit de t'éguérir ou de t'aider à vivre avec tes poux dans la tête. C'est probablement le prochain grand combat de l'évolution du filet social québécois. Ouais. C'est quelque chose qui est de plus en plus à l'avant-scène. La pandémie, je pense, a accéléré les réflexions qu'on devrait avoir comme société par rapport à ça. Mais sur la question du suicide, puis sur la question des grandes entreprises, des monstres, je me bats davantage sur la mutualisation d'infrastructures pour être capable de les compétitionner puis permettre à des petits entrepreneurs du Québec de pouvoir compter sur de la logistique, sur de la sécurité, sur de la facilité transactionnelle que de me battre contre eux au niveau de la liberté ou de la responsabilisation de ce qui se passe sur ces plateformes-là. À un moment donné, là, puis tu sais, François, quand je pense à ça m'énerve tellement, là, mais tu peux pas être de tous les combats. Non, tu ne peux pas être de tous les combats. Mais tu sais, ils savent clairement qu'est-ce qu'on dit. La semaine passée, j'ai tenté de mettre en ligne en publicité sur Facebook, mais c'est le même combat, là, une publicité pour louer un logement. Et dans les règlements, moi, je veux pas que ça fume du cannabis dans les logements parce que ça pue fumer ça dehors. Fait que j'ai mis interdiction de fumer du cannabis. J'ai jamais réussi à publier mon annonce parce qu'ils disent que je veux vendre du pot. Le robot, l'intelligence artificielle, pense que je veux vendre du pot, fait que j'ai jamais été capable d'annoncer. Fait que clairement, ils savent ce qu'on est en train d'écrire et ce qu'on dit là, en temps C'est-à-dire que probablement que leur engin est un engin de recherche de mots-clés, fait que c'est pas très sophistiqué. Ils n'ont pas la capacité de faire une interprétation, par exemple, en français. Donc, il y a encore bien des limites. La réalité, c'est que l'intelligence artificielle est très prometteuse, mais on est encore, aujourd'hui, on n'est pas là on est loin de ce que ça va être capable de devenir. Ça s'en vient, par contre. Tu sais, je sais pas si tu te souviens, à un moment donné, les gens riaient de nous parce qu'on lançait Théo puis ils disaient que les chars allaient se conduire tout seuls. Oui. Puis tu sais, pourquoi tu investis dans une compagnie qui a des chauffeurs, les chars vont se conduire tout seuls? Hey, on a lancé Théo en 2015, fait que ça fait 6 ans. On est-tu proche d'avoir un char qui se conduit tout seul? Alors, il se stationne seul, là. Excuse-moi, mais tu as encore combien de monde qui rentre dans le bumper en arrière? Non. On est loin de ça. Alors, maintenant, l'évolution de la société avec les ordinateurs quantiques, on n'abordera pas ça, mais on aurait pu en parler. C'est une passion pour moi, là, ce qui s'en vient par rapport à ça. Le power des ordinateurs dans les 25, 30, 40 prochaines années va être non pas décuplé selon la loi de Moore,
mais va exploser. Ça va être 100 fois, 1000 fois plus puissant. Alors, on va faire un quantum leap. Là. On en a Parce qu'on a souvent réglé la parlé. barrière physique. C'est une barrière physique jusqu'à récemment. Et là, oups, Exact. ça, c'est plus un problème. Donc, l'expression « sky is the limit » arrive en informatique. Exactement. Fait que c'est fascinant de comprendre parce que c'est exponentiel, bien sûr. Si au lieu de traiter des 0 puis des 1, tu traites, je sais pas moi, 52 000 shades of grey sur un seul bit que tu envoies, des qubits. Des qubits, c'est débile. Moi, j'en dors pas la nuit. Mon mentor qui travaille dans des lignes d'entraide, il me dit « Parle-y des sentinelles. » Tu t'impliques là-dedans, les sentinelles. Oui. C'est cool. Ça ne devrait pas exister, là, mais je veux dire, c'est cool que ça existe. Puis c'est tellement simple. Puis fait que n'importe quelle entreprise ou gens intéressés à devenir des humains pisteurs, détecteurs de signes. Parce que c'est ça qui arrive quand quelqu'un se suicide. Les gens autour disent genre, j'ai pas vu le signe. Alors, il y a des formations disponibles pour les gens qui veulent apprendre à détecter. Tout à fait. Alors, c'est dans ce qui existe aujourd'hui au niveau de la prévention du suicide, les sentinelles qui existent soit dans des écoles, dans un milieu de travail, mais également dans un voisinage. Donc, d'apprendre à détecter des signaux qui vont faire que tu vas comprendre que quelqu'un a peut-être des bébites ou vit une dépression. Et après ça, d'être capable de les envoyer dans les bonnes ressources. Par contre, l'enjeu aujourd'hui, c'est quand tu les envoies dans les bonnes ressources, c'est où? En urgence à l'hôpital, tu sais? On en parlait juste avant. Oui. Tu détectes, mais s'il n'y a pas d'endroit... C'est compliqué après ça. Qu'est-ce que la COVID va avoir changé chez l'humain? Tu sais, là, cette année et demie, 2 ans là qu'on va avoir vécu, l'humain va en sortir changé. Oui, écoute, ou pas. Est-ce que on va comprendre aujourd'hui le rôle, puis on parlait de règlement tout à l'heure, le rôle des gouvernements? C'est-à-dire que, est-ce que les gouvernements n'ont pas erré en n'ayant pas aujourd'hui des plans pour nous permettre de limiter l'impact de la COVID? Je pense qu'on a démontré aujourd'hui que le fait que le Canada n'ait pas de capacité de production de vaccins selon l'ARN est un enjeu. Comment ça se fait que, comme société, on va avoir mis 150 milliards de dollars dans les programmes sociaux pour maintenir toute notre société à flot? Et moi, je suis un partisan de ça. Je pense que le gouvernement canadien a fait un travail absolument incroyable. Mais quand tu dis de mettre en place une équipe qui va suivre les virus, qui va s'assurer d'avoir des capacités de création de vaccins, qui va avoir des chercheurs qui vont être capables de contrer ça, de détecter ça, ça coûterait quoi? 500 millions par année? Mais le calcul n'est pas compliqué, là. C'est 500 millions par année versus 150 milliards à chaque année pendant 2 ans, pendant une pandémie. Alors là, on va se dire, attends une minute, là. Comment est-ce qu'on va se munir? Puis l'autre élément, en fait, il y a 2 éléments que je vois. Le premier élément qui va être un élément on va investir dans ce qui est important en termes stratégiques. Alors, toutes les chaînes d'approvisionnement au niveau stratégique, mais ça va amener une réflexion aussi au niveau de la fabrication. Je pense que la Chine va manger une crise de vol. Alors, leurs parts de marché vont descendre partout. Partout. On va faire du inshoring, puis tu sais, je parle des Chinois, non pas parce que je veux avoir un sentiment anti-asiatique, là, je veux faire cette précision-là, mais il faut comprendre qu'on a souvent envoyé, on a permis de maintenir ou de développer un niveau de vie au Québec qui était basé sur une exploitation d'une société qui était souvent des sociétés asiatiques qui ont produit des choses à très bas prix pour nous, qui ont subi les coûts écologiques pour nous. Et ça, ça va changer. Ça va changer. Oui, clairement. Alors, donc ça c'est les 2 impacts. L'autre impact qui est plus positif, puis là, je reviens, j'imagine, dans ton jaune. Oui. Je pense qu'on va connaître les années folles des années 20, là. Ouais. Les bars. Moi, j'ai tellement hâte de retourner au dièse 11, puis d'écouter du jazz, puis de retourner voir des shows, puis de faire le tour du monde, puis d'être sur le party. Puis je pense que... Allez-vous demander un permis de discothèque sur la terrasse des Enfants Terribles? Ce serait cool avec des spots. Là, écoute, puis, hein? ça, c'est un autre actif qu'on a perdu parce qu'on n'était plus capable de... Ben oui, c'est vrai. Dans la tourmente. Tu sais, ce business-là, c'est une business qui était basée naturellement sur
sur les touristes. Puis on était propriétaire de l'Observatoire. On a fait un produit, je pense, une expérience assez intéressante. On a mis 14-15 millions là-dedans. Fait que là, c'est fermé. Finito Pepito. Colin. Ouais. Quel spot, quand même. Ouais. La vie. Sur une note joyeuse en terminant, parlons de ta petite chienne. Ben, Zara. Zara. C'est-tu Zara en l'honneur du magasin? Ben écoute, mes enfants, ma femme s'appelle Debbie Zakaib. OK. Donc il y a un Z. Oui. Et mon fils Thomas s'appelait Thomas Zach Taillefer. OK. Et ma fille s'appelle Daphné Zara Taillefer. OK, bon là. Puis Zara avec un H à la fin parce que c'est la photographe qui avait été tuée en Iran et elle est décédée le jour où Daphné est née. Et ça avait beaucoup touché Debbie. Et donc, on a appelé Zara. Et comme c'était le chien de Daphné, on a appelé le chien Zara en son honneur. Mais il n'y a pas de H. OK. Donc oui, ça pourrait faire référence à la mode, parce que ma femme est là-dedans. Oui, clairement. Et la dernière question, il marche-tu des fois, ce chien-là? Oui. Dès qu'on te stocke un peu sur les réseaux sociaux, il est dans vos bras, il est dans un sac à dos. C'est un petit poodle de luxe. Jamais à terre, c'est un petit poodle de luxe. Puis, mais écoute, tu sais, quand moi, je pensais jamais avoir un chien. Puis quand Thomas est décédé, on a pris la décision en famille d'aller chercher un chien parce que ma fille en voulait un depuis toujours. Puis on n'a pas pu lui refuser ça. Tu sais, on vivait des affaires absolument très, très dures. Et aujourd'hui, en fait, le chien couche avec moi, là. Et Zara, c'est une joie absolument inouïe. La zoothérapie, on parlait de santé mentale. La zoothérapie, là, ça fonctionne pas à peu près. Quand tu as un chien, là, tu réalises que le chien va faire tout ce que tu as dit que le chien ne ferait jamais quand tu n'en avais pas. T'sais, il ne dormira pas avec toi, il va pas te licher à la face, il va pas... Il ne donnera jamais de la bouffe, de la table. Hey, jamais! Ben non, on fait pas ça. Voyons donc. Merci, Alexandre, de t'être déposé ici. Merci, vraiment. François. Ça a été super agréable. L'idée de ce balado-là, je le dis en prémisse d'ouverture, c'est de jaser de la vie, les hauts, les bas, mais qu'à la fin... mon invité ait envie de dire le nom du balado. Parce que de dire ces mots-là, c'est précieux. Je t'ai même un petit cue card à côté si tu t'en rappelles pas. Parce que, et je vous souhaite tous à la maison d'avoir envie de dire haut et fort ces mots qui sont... La vita est belle. La vie est belle. Il faut se souvenir de ça, puis il faut profiter de chacun des instants parce que ça passe très rapidement. Cheers. C'était La vie est belle. À la prochaine.